Anvers 1501. Cette année-là, le port des Flandres, en plein essor, accueille, pour la toute première fois, un navire portugais chargé de poivre et d'épices. Cette arrivée marque l'aboutissement d'un long processus d'expansion du Portugal qui va changer la face du monde. De nouvelles routes maritimes se créent entre le port portugais de Lisbonne et les Indes d'un côté et le port espagnol de Séville vers les Amériques de l'autre. Le Portugal et l'Espagne se partagent le monde et tout concourt à faire des ports ibériques les centres du commerce international, en remplacement de Venise. Pourtant, c'est bel et bien le port flamand d'Anvers qui va leur voler la victoire et émerger comme la ville qui va dominer le commerce international au XVIe siècle. Comment ce petit port sur la côte de l'actuelle Belgique a-t-il pu devenir, le temps de quelques décennies, la première place économique et financière mondiale ? En quoi a-t-elle marqué durablement l'histoire du capitalisme ? Partons ensemble à la découverte de l'histoire, à la fois brillante et tourmentée, d'Anvers. Pour comprendre cette histoire, il faut revenir un peu en arrière, au XIIIe siècle. Au Moyen Âge, se sont développés en Europe deux pôles économiques de manière indépendante. Au nord, un centre économique porté par les Flandres et l'Angleterre autour de l'industrie textile et la Ligue hanséatique autour des matières premières comme le blé, le bois ou le poisson. Au sud, un centre manufacturier, textile notamment, autour de Florence et les grands ports méditerranéens, Venise et Gênes. À cette époque, les principales voies de communication entre ces deux mondes sont terrestres, via les foires de Champagne, tout d'abord, puis après l'ouverture des cols alpins au XIIIe siècle, via les villes allemandes comme Cologne ou Nuremberg. Le lien direct maritime entre la Méditerranée et les mers du Nord n'intervient qu'en 1277, lorsqu'un convoi maritime génois atteint le port flamand de Bruges. Le port de Bruges va devenir une sorte de hub commercial, en recevant notamment des marchandises venues de la façade atlantique par voie maritime, comme le vin ou le sel venu de France par exemple. Pour autant, Bruges n'est pas Venise. Elle n'est pas politiquement indépendante et n'a pas vraiment de contrôle sur le commerce qui se passe dans la ville et qui est surtout le fait de marchands étrangers. Les aubergistes de Bruges, qui logent ces marchands étrangers, vont peu à peu devenir des intermédiaires et des négociateurs entre ces différents marchands. La plus célèbre est l'auberge de la famille Van der Burche, dont dérive le nom de bourse. Au XIVe siècle, les marchands étrangers se réunissent en comptoir, selon leur origine, que l'on appelle nation. On trouve ainsi les nations vénitiennes, génoises ou florentines par exemple. Ils se rassemblent devant cette auberge pour négocier les prix futurs des marchandises ou connaître les taux de change. Le marché se structure peu à peu. Les taux de change des centres commerciaux et bancaires les plus en vue d'Europe sont par exemple cotés à des moments prédéfinis à partir des années 1400. On peut donc dire que la première bourse moderne naquit à Bruges au XIVe siècle. Au-delà de cette activité financière, Bruges doit surtout sa richesse au rôle qu'elle joue sur l'un des principaux axes économiques de l'époque, la route de la laine et du textile de l'Angleterre vers l'Italie. L'Angleterre exporte beaucoup de laine brute à Bruges. De là, la laine est réexportée en suivant les voies terrestres jusqu'en Italie, notamment à Florence, ou alors la laine est transformée dans la prospère industrie de draps flamande, et ces draps sont eux aussi destinés à l'export. À la fin du Moyen Âge, Bruges, qui compte peut-être 100 000 habitants en 1500, est la ville la plus riche d'Europe du Nord. Mais au XVe siècle, plusieurs facteurs détruisent peu à peu ce rôle. Premièrement, le bras de mer qui relie Bruges à la mer du Nord, le Svin, s'ensable et coupe peu à peu sa liaison maritime avec la mer du Nord. Deuxièmement, l'Angleterre décide de manufacturer elle-même sa laine et d'exporter ensuite les draps écrus, ce qui permet de capter une plus grande partie de la chaîne de valeur de l'industrie textile médiévale. Elle réduit donc ses exportations de laine brute vers l'Europe et augmente ses exportations de draps, au détriment de l'industrie drapière flamande. Troisièmement, l'actuelle Allemagne, que nous appellerons Haute-Allemagne dans le reste de cette vidéo, émerge comme un gros centre économique, ce qui va, comme nous allons le voir, permettre à la ville d'Anvers de supplanter Bruges. La Haute-Allemagne consomme notamment beaucoup de draps anglais. Pour faciliter leur exportation, les Anglais s'installent à Anvers et à Bergen-op-Zoom, qui ont des liens commerciaux importants avec Cologne et la Haute-Allemagne. Bruges perd donc sa place privilégiée sur la route de la laine et des draps, au profit d'Anvers. Mais le coup fatal qui fera succomber Bruges au profit d'Anvers, c'est le Portugal qui s'apprête
un peu involontairement certes, à le porter. À la fin du XIVe siècle, le Portugal est un pays certes petit, mais souverain et riche. Il importe son blé du Maroc pour consacrer ses terres agricoles aux récoltes les plus rentables, comme le vin, les olives ou le sucre, et possède une économie développée, avec notamment une main-d'œuvre salariée, ainsi qu'une solide tradition navale. En revanche, sa position géographique excentrée le laisse en périphérie des principaux cœurs économiques de l'Europe. Au XIIIe siècle, lorsqu'une route maritime s'établit entre la Méditerranée et la mer du Nord, les Génois et les Florentins s'installent à Lisbonne, qui devient une étape incontournable et font prospérer le rôle maritime de la ville. Ils délaissent ainsi en partie la Méditerranée, dont Venise possède le quasi-monopole, comme nous l'avons vu dans la vidéo consacrée à Venise. Sous l'impulsion du célèbre Henri le Navigateur, les Portugais vont alors se lancer peu à peu dans l'exploration de la côte atlantique de l'Afrique. Leur technologie navale se perfectionne jusqu'à l'apparition de la célèbre caravelle. Les Portugais occupent Ceuta sur les côtes marocaines en 1415. L'expansion progressive continue. Madère en 1420, les Açores en 1430, la découverte des îles du Cap-Vert en 1455, l'embouchure du Congo entre 1443 et 1482. Cette expansion crée un espace économique cohérent pour traiter l'ivoire, le malagueta, qui est un substitut du poivre, la poussière d'or et d'ores et déjà le commerce d'esclaves. En 1488, Bartholomew Diaz atteint le cap de Bonne-Espérance. 10 ans plus tard, son compatriote Vasco de Gama dépasse le cap et ouvre une nouvelle route maritime vers les richesses des Indes. Le centre de gravité économique se déplace alors de la Méditerranée vers l'Atlantique, et logiquement Lisbonne devrait remplacer Venise et devenir le centre de l'économie internationale. Pourtant, les Portugais vont choisir de faire d'Anvers leur port pour distribuer le poivre et les épices en Europe, au détriment de leur propre capitale. En 1508, ils fondent ainsi la Feitoria des Flandres à Anvers, qui sera leur comptoir de distribution principal. Le choix d'un port belge plutôt que d'un port portugais peut paraître étrange. Pour l'historien Fernand Braudel, il y a 2 raisons à cela. D'abord, les Allemands sont les premiers consommateurs d'épices en Europe, et comme les Anglais l'avaient fait pour leurs draps, les Portugais préfèrent se rapprocher géographiquement de leurs clients. Anvers est alors déjà à cette époque la porte d'entrée des marchandises vers la Haute-Allemagne. Deuxièmement, les grandes découvertes portugaises, qui se poursuivent avec la découverte du Brésil en 1500, engloutissent des immenses sommes d'argent. Si les Portugais parviennent à financer l'importation des épices, ils ne peuvent plus financer leur distribution en Europe et se tournent donc vers des marchands étrangers pour le faire. Les navires portugais, à partir de 1501, déchargent donc directement les épices à Anvers, et ce sont ensuite les marchands étrangers qui vont se charger de leur distribution. À noter que la ville d'Anvers, comme celle de Bruges, ne possède pas de grande flotte marchande. Ce sont donc toutes les autres nationalités, comme les Anglais, les Français ou les Allemands, qui prennent en charge cette distribution. En échange des épices, l'Allemagne fournit au Portugal via Anvers du cuivre et de l'argent, qui sont les métaux clés respectivement pour le commerce en Afrique et en Inde. La redistribution en Europe du Nord via Anvers est un gigantesque succès et ébranle le monopole vénitien. Anvers détourne les métaux allemands au détriment de Venise. En 1502, 24% du cuivre hongrois est exporté à Anvers. 6 ans plus tard, c'est plus de 49% de la production qui est exportée, alors que Venise n'en récupère plus que 13%. Autre signe des temps qui changent, les marchands allemands s'enrichissent considérablement et leur capital augmente en moyenne de 10% par an, alors que dans le même temps, de grandes familles marchandes italiennes font faillite. Anvers doit donc son succès à une position géographique privilégiée entre l'Angleterre et sa laine, le Portugal et ses épices, et la Haute-Allemagne avec son cuivre et son argent. Cependant, la ville décline déjà quelques années plus tard. La guerre de 1523 entre les Valois et les Habsbourg paralyse le commerce. Dans les années 1530, Lisbonne reprend son rôle de distributeur du poivre au détriment de Anvers, et les Portugais ferment d'ailleurs leur comptoir en 1549. Pourquoi ce revirement ? Peut-être car les Portugais reçoivent désormais l'argent des Amériques et n'ont plus besoin de l'argent allemand. D'ailleurs, les mines allemandes déclinent à la même période et cessent leur production après 1535. Enfin, Venise contre-attaque en exportant notamment du poivre du Levant qui est de meilleure qualité que le poivre portugais et parvient ainsi à empêcher les Portugais d'obtenir un monopole sur cette ressource. La fortune d'Anvers, qui semblait liée aux aventures commerciales des Portugais sur la route des Indes, s'estompe donc.
Pourtant, Anvers va connaître à nouveau 2 périodes de grande prospérité, dont la première est encore due à l'influence des grandes découvertes. Les galions espagnols qui reviennent des Amériques déversent des quantités d'argent considérables à Séville. Le nouveau maître de l'Espagne, Charles V, est aussi maître des Pays-Bas. Le souverain doit faire face à de grandes dépenses d'argent dans cette région, notamment pour entretenir son armée. Il fait d'Anvers son centre financier car un important marché de change s'y est développé pendant la période de déclin commercial de la ville. L'Espagne a d'immenses besoins en matières premières pour développer ses colonies. Elle importe depuis Anvers du bois, des navires, des céréales, des biens manufacturés et des armes qu'elle envoie ensuite dans ses colonies. Dans l'autre sens, l'Espagne envoie à Anvers sa laine et aussi les produits venus des Amériques. Mais c'est insuffisant pour combler le déficit de la balance commerciale et l'Espagne doit envoyer des grosses quantités d'argent à Anvers où le métal est frappé en pièces de monnaie. Jamais la ville n'a alors été aussi prospère que sous cette période espagnole, et la ville de 44 000 habitants en 1500 en atteint probablement 100 000 en 1568. Mais en 1557, l'État espagnol fait faillite, entraînant l'arrêt brutal de cette rapide prospérité. Le système financier qui avait émergé à Anvers pour financer les colonies espagnoles s'effondre, et ne renaîtra jamais. En 1559, après le traité de Cato Cambrésis et la paix entre la France et l'Espagne, le commerce reprend. Cependant, Anvers perd pourtant une partie de son commerce, à cause de la décision de l'Angleterre de choisir Hambourg comme port d'exportation de ses draps, plus proche des marchés allemands. Comme pour Venise un demi-siècle auparavant, Anvers va trouver son salut économique dans l'industrie, car les capitaux sont de moins en moins employés dans le commerce et sont investis dans les manufactures. L'industrie textile va alors connaître une immense expansion dans tous les Pays-Bas. Mais cette troisième phase de prospérité s'achève avec les troubles politico-religieux de la fin du XVIe siècle. En 1568, une révolution éclate. Le roi Philippe II d'Espagne choisit une ligne dure et envoie un corps expéditionnaire. La guerre éclate en 1572. Anvers va alors se vider de 50% de ses habitants protestants, partis se réfugier à Amsterdam. C'est la fin de la fortune d'Anvers, qui correspond aussi à un changement économique plus important. En effet, l'Europe du Nord voit l'émergence de puissants États-nations comme la France, l'Angleterre ou les Provinces-Unies, et il semble qu'une ville seule ne peut plus dominer l'économie mondiale sans être à la tête d'un empire colonial. En guise de conclusion, je souhaitais revenir sur l'originalité du système capitaliste d'Anvers. Anvers fut au XVIe siècle à la fois l'héritière de Venise et de Bruges. Venise, en récupérant le commerce des épices des Indes contre les métaux allemands, principalement grâce aux Portugais, et Bruges en récupérant le commerce de la laine et des draps anglais. Pourtant, Anvers n'a pas développé en soi de système capitaliste qui pourrait expliquer ce succès. Contrairement à Venise, dont les marchands contrôlaient l'intégralité du commerce dans leur ville, les habitants d'Anvers participent peu à ce commerce, qui est le fait de marchands étrangers. Anvers est en effet le point de contact des marchands portugais, anglais et allemands. Il est vrai aussi que la ville fut un temps relativement libérale par rapport à sa rivale Bruges. Lorsque les Anglais se mettent à manufacturer eux-mêmes leur laine et à exporter les draps, les Flandres interdisent leur importation pour protéger leur propre industrie textile. La loi sera appliquée à Bruges, mais pas à Anvers, dont l'industrie textile est surtout basée sur la teinture des draps et qui n'est donc pas en concurrence directe avec l'industrie anglaise. Ainsi, Anvers supplantera Bruges pour le commerce des draps anglais. Enfin, Anvers n'a initialement pas de système financier efficace. Elle ne possède pas de banque moderne, ce qui empêche le développement du crédit, pourtant déjà très largement utilisé à la même période en Italie. Pour y remédier, Anvers va perfectionner peu à peu un système médiéval, la lettre de change. Anvers va alors devenir un grand centre de transactions financières mondiales et se dote de la toute première bourse institutionnelle de l'histoire. Mais avant d'être une place financière, Anvers est avant tout un grand port pour importer et exporter les marchandises en Europe du Nord. Et c'est probablement là la vraie raison de son succès, au-delà de son système capitaliste. En 1543, une taxe est levée sur toutes les exportations des Pays-Bas. Anvers représente 80% des exportations, alors qu'Amsterdam, la future grande ville du XVIIe siècle, n'en représente que 3%. Pour conclure, Anvers est encore aujourd'hui un grand centre européen du commerce international. La ville est en effet actuellement le deuxième plus grand port européen, derrière Rotterdam.